Ce n'est pas la montagne que nous conquérons, mais nous-mêmes. Et cette citation d'Edmund Hillary, l'un des tout premiers à atteindre le sommet de l'Everest, pourrait parfaitement résumer le parcours de mon invité du jour, Pierre-Alain Frossard. C'est le premier Suisse à juste gagner l'Ironman de 97. Il a passé 14 ans d'ailleurs à s'y préparer, poussant autant ses limites physiquement que mentalement. Mais son triathlon n'a pas été que sportif. De gringalet à Ironman, de timide à maintenant conférencier et d'employé de banque à coach sportif, coach de vie tout court. Il a même coaché Jessica Horn, l'une des 2 filles de Mike Horn. Et aujourd'hui, il aide les autres à franchir leur propre montagne. Alors préparez-vous à un échange aussi inspirant qu'énergisant. Bienvenue sur Parcours Inspirant. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Bonjour Pierre-Alain Frossard, merci de m'accueillir aujourd'hui, c'est un immense plaisir. C'est partagé Agnès, merci. Je tiens à remercier aussi Stockbeg parce qu'on est dans les locaux de Stockbeg, ils nous prêtent leur salle de réunion. C'est une société pour laquelle aujourd'hui tu coaches non seulement les employés, mais aussi le dirigeant, le fondateur, Jaume Sabater. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou, parce que donc c'est mon mentor professionnel et c'est grâce à lui, en tout cas je lui donne une grosse partie de ma carrière professionnelle, donc merci Jaume. Alors comme tu le sais, dans ce podcast, le concept, c'est de repartir depuis ton enfance jusqu'à nos jours et de retracer ton chemin de vie. Et donc, est-ce que tu as suffisamment de temps? On va prendre tout le temps qu'il faut. Et j'aimerais beaucoup connaître le petit Pierre-Alain. Comment tu étais à 10 ans? Tu me mentionnais que tu étais à la fois timide et hyperactif. Ouais. Alors, absolument. Timide et hyperactif. Ouais, c'est des mots, c'est des adjectifs qui me décrivaient bien. En fait, j'avais de la peine à trouver ma place, que ce soit dans l'environnement familial ou à l'école. Parce que à cet âge-là, je me sentais déjà différent. Okay. Je pouvais pas expliquer ce qui faisait que je me sentais différent, mais j'étais pas comme les autres en fait. Déjà, j'étais vraiment challengé à l'école parce que pour moi, c'était vraiment une épreuve que de parler devant la classe, de présenter un livre. Ça, c'était une épreuve. Il y a une autre épreuve, c'était de rester plusieurs heures d'affilée assis sur sa chaise, c'était quelque chose d'impossible pour moi. Okay. J'étais vraiment un hyperactif. On avait ce que les gens appellent maintenant l'hyperactivité, hypersensible, trouble d'attention, etc. Mais à l'époque, on m'a juste dit, le doyen de l'école a juste dit à mes parents, votre enfant fera jamais d'études, c'est un mauvais élève. Waouh, ça c'est dur. C'est dur à encaisser et c'est une croyance que j'ai longtemps emmenée avec moi. Et du coup, on pourrait dire que tu es TDAH? Tu as été diagnostiqué? Je ne l'ai jamais fait. Ok, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'attire énormément, on en parlera plus tard, de gens comme ça. Avec ce profil. Qui ont tous été diagnostiqués comme ça. Et moi, ça me plaît parce que c'est une étiquette. Ok. Ouais. Et tu m'expliquais que ton père, dans ton rôle familial, était présent mais absent. Oui, en fait, quelque chose, surtout ce cheminement que j'ai fait, et j'espère qu'on traversera, j'en ai aucun doute avec toi, c'est que moi j'ai poursuivi c'était en recherche de reconnaissance constamment de mon père. Et que ce soit à l'école, que ce soit dans le sport, que ce soit avec mes camarades, j'avais ce besoin de reconnaissance. En fait, que j'ai compris bien plus tard que je n'avais pas à la maison. D'accord. Et j'étais toujours en quête de reconnaissance, d'intérêt, d'amour de mon père, qui ne pouvait malheureusement pas m'en donner. Déjà parce qu'il a été élevé dans une fratrie de 10 enfants à la baguette à l'époque. Okay. Donc il y a ça. Et puis j'ai appris bien des années plus tard que mon père, celui qui m'a élevé, n'était pas mon père géniteur. Et du coup, de sa part, il y avait vraiment une grosse blessure de trahison. Et en fait... Mais il ne le savait pas? Ah, lui, il le savait. D'accord. Et moi, je ne le savais pas. Okay. Et en fait, ça a provoqué une course, une quête perpétuelle de reconnaissance d'un père. C'est pour ça que je te dis qu'il était présent mais absent.
Et en fait, toute ma vie, j'ai couru après une reconnaissance de l'attention. Et épreuve après épreuve, course après course. J'ai fait beaucoup de sport parce que c'est vraiment le milieu dans lequel j'ai tout de suite obtenu de l'attention, que ce soit de mes pairs, entraîneurs ou des autres athlètes. Et je me suis dit, waouh, quand je cours vite, j'attire l'attention. Tu vois, du style. Dans la cour d'école, tous les jeux de sport un peu physiques, et tout le monde me voulait dans son équipe. D'accord. Donc j'obtenais l'attention que je n'avais pas à la maison. Et de fil en aiguille, j'ai fait de la course, et on y reviendra peut-être ultérieurement, mais c'était mon moyen à moi d'attirer l'attention, sauf que j'attendais toujours une reconnaissance, des félicitations, un peu de marque d'amour de mon père, qui ne m'en donnait jamais. Donc je me souviens très bien, il y a des courses, la course d'escalade. Quand j'ai gagné, c'est parce qu'il n'y avait personne, et les rares fois où il venait, et quand je faisais dans les 10-20e, j'aurais pu te donner, Pierre. Donc tu vois, c'est ça, ça provoque une course effrénée en avant, en fait, ininterrompue. Et le sport, c'était un peu comme un refuge par rapport à ce que tu vivais à l'école où c'était compliqué? Non, c'était complètement mon refuge. Comme je te dis, quand je faisais du sport, vu que je sautais haut, je courais vite, tout le monde me voulait dans son équipe. Et puis j'obtenais des bons résultats. Puis pour moi, c'était un refuge parce que c'est comme si je trouvais quelque chose, waouh, en fait, je fais quelque chose sans effort qui me fait du bien et qui a l'air de faire du bien aux autres. Donc c'était vraiment, et dû aussi à mon hyperactivité. J'ai lu un livre il y a quelques années maintenant qui s'appelle Spark. Il a été écrit par un docteur psychologue, psychiatre, neurosciences. Et en lisant ce livre, ils ont fait des études dans plusieurs classes aux États-Unis. Ils ont pris des classes pilotes, des enfants qui souffraient d'obésité, d'hyperactivité, de troubles de l'attention, etc. Et puis ils leur ont fait faire du sport le matin, avant les cours. Et en fait, ils ont remarqué des résultats ahurissants, plus de calme, des meilleurs résultats, perte de poids, moins de stress, moins besoin de médicaments. Et en fait, j'ai lu ce livre il y a peut-être 5-6 ans en arrière, et si tu veux, je me suis retrouvé. Je me suis dit, waouh, sans le savoir, c'est ça que j'ai vécu. Et c'est ça qui te faisait du bien. Grâce au sport, je m'en suis sorti à l'école et dans tous les domaines, finalement. Ok. Est-ce que, avant qu'on passe à ta formation, est-ce qu'il y a des éléments que tu souhaiterais qu'on aborde aussi dans ce chapitre d'enfance? On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais ce que j'aimerais partager aux gens qui nous écoutent, c'est que finalement, on a tous notre lot de... Enfin, c'est pas toujours rose dans toutes les familles, et finalement, je remarque avec les gens que j'accompagne, et mon propre développement, c'est que ce qui se passe entre 0 et 7 ans, c'est crucial dans la suite de notre vie. Parce que en fait, c'est comme un tsunami émotionnel et il nous arrive plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne comprend pas émotionnellement, sentimentalement, des règles, des croyances, c'est là où elle s'installe, elle s'ancre un petit peu. Et puis en fait, on copie juste nos parents. Mais j'aime beaucoup cette phrase qui dit les enfants ne copient pas, ne font pas ce que disent les parents, ou ne copient pas ce qu'ils font, ils copient inconsciemment qui ils sont. Et en fait, ces dysfonctionnements, on les emmène dans la vie après. Et c'est ce cheminement-là qui fait que j'en suis là aujourd'hui. D'accord. Avoir le courage de remettre en question, de se poser des questions, de finalement réfléchir d'où viennent peut-être ces dysfonctionnements, qu'est-ce que j'ai pas compris, comment ça pourrait être différent. Enfin voilà, puis j'ai subi aussi des chocs émotionnels en famille. Et tout ça, j'ai dû apprendre à l'accepter et pouvoir en parler et me libérer. Et une thérapie que j'ai faite, c'est que j'ai écrit un ouvrage que je vais bientôt éditer, où vraiment là, je suis 100% transparent sur tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Et d'ailleurs, ça part d'une histoire. Je fais juste un parallèle, il y a 10 ans en arrière,
à la suite de mon deuxième divorce, j'étais marié 2 fois 10 ans, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui joue pas chez moi, quoi. Et j'ai décidé de suivre une psychothérapie. Et j'ai contacté un psy et je lui ai dit, écoutez, moi je suis pas là pour m'allonger et puis vous parler puis repartir sans rien. Donc est-ce que ça serait possible de... Enfin moi j'aimerais bien qu'on collabore, que vous me donniez des flags, des fanions pour que je puisse comprendre. Il me dit, ok, on a fait une séance, 2 séances et puis c'était parti pour 1 année. Et puis à la fin, au début j'y allais une fois par semaine. Concrètes. Oui, oui. Juste, c'est-à-dire que il se rendait bien compte de ce que j'avais vécu et moi je voulais pouvoir en faire quelque chose, pas juste dire voilà ce que j'ai vécu pendant mon enfance. Et avec lui je repartais avec des outils en fait. C'était presque un coach, entre le psy et le coach. Mais à la fin il m'a dit j'ai une chose à vous dire, c'est que vous rendriez service à un bon nombre de personnes si vous écriviez un bouquin, notamment sur la résilience. Parce qu'il a rarement vu quelqu'un avec autant de résilience. Donc ce bouquin, il est parti comme ça finalement, et j'ai commencé à écrire. Et puis 2 ans après, il était écrit, quoi. Trop bien. Donc là, tu cherches une maison d'édition, et je me réjouis. Ok. Je te propose qu'on attaque la partie qui a marqué ta vie en exploit sportif. Ouais. Parce que bah, voilà, c'est dans ton parcours de vie, c'est l'une des étapes clés. L'aboutissement de 14 ans de travail et d'entraînement. Et donc tu es devenu le premier athlète suisse à remporter un Ironman en 97. Peut-être qu'on peut démarrer par qu'est-ce qu'un Ironman, certaines personnes ne connaissent pas. Et puis ensuite, j'aimerais vraiment que tu nous racontes un fait marquant dont tu te souviens aujourd'hui, si on te dit ok, qu'est-ce qui s'est passé en 97 En fait, comme je te l'ai dit, j'étais hyperactif et puis mes parents avaient un restaurant, donc ils n'avaient pas tellement de temps de s'occuper de moi, etc. Et puis un jour, je me souviens, je regardais la télé, je regarde là-haut parce qu'en fait, au restaurant, elle était en haut. Et j'ai découvert les images d'un Ironman. Ah ouais, ça arrivait en Europe et à 14 ans, je faisais à peine 1m40, hein, donc j'étais vraiment un freluquet. Je suis resté très longtemps petit et à peine 40 kilos. Et quand j'ai dit à ma mère, je veux faire ça, et en fait, non, je vais en gagner un. Et puis là, tout le monde s'est bien foutu de ma gueule, parce que ça, personne connaissait ça en Suisse. Et puis ça paraissait très loin, quoi. Et en fait, je sais pas, il y a eu une inspiration quand j'ai vu ces gens qui poussaient l'effort à l'extrême. Donc un Ironman, c'est un triathlon de longue distance. Donc il se compose de 4 km de natation, 180 km à vélo et on termine avec un marathon. Voilà, juste on finit par un petit marathon, 40. Donc si tu veux, Agnès, ce qui est drôle, c'est que à 14 ans, j'avais cette vision-là, mais à l'époque, je faisais de la gymnastique. Il n'y a rien à voir. Et puis tout d'un coup, on a déménagé, je me suis mis à nager. Mais j'avais oublié ce truc, je te le dis maintenant, mais je pense que c'était très loin, j'étais pas dans cette optique-là. Et j'ai nagé pendant des années. D'ailleurs, à un moment donné, j'étais vraiment chétif, quoi. Tous les autres nageurs étaient bien balèzes, bien musclés. Et je me suis... Et là, j'ai encore des épreuves qui m'ont poursuivi. Je me souviens de cet entraîneur qui m'avait... On était descendu dans le vestiaire. Je croyais qu'il voulait m'annoncer une qualification. Et il a sorti un linge et il m'a fouetté dans le dos. Tu vas te donner maintenant. Tu vas bouffer, t'es trop petit. C'est pour motiver, ça. Et voilà un des faits marquants qui a marqué cette période aussi là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Et ça c'est voilà. Et j'arrivais au bout de cette période de natation. Et à l'école, il y avait des crosses scolaires, tu sais, dans toutes les écoles, il y a des crosses scolaires. Oui, tout à fait. Et à l'école, ils me disent... Tu es obligé de participer, même ceux qui ne savent pas. Exact. Et je m'inscris au cross scolaire. Et puis c'était au bout du monde, à Genève, et j'arrive et je gagne haut la main. Et là, tu as tous les dirigeants du club du Stade Genève, qui est le club phare à Genève, et qui était l'organisateur de la course d'escalade à l'époque. Il faut que tu viennes chez nous, tu as un potentiel et tout. Et moi,
Ma mère voulait absolument pas que j'arrête la natation parce que ça me calmait pour l'école. D'accord. Et je lui ai dit, écoute, je veux arrêter. Je lui ai pas dit pourquoi, parce que c'est le genre de truc, tu sais, enfant, moi je pensais que c'était de ma faute, hein, que j'avais bien mérité ces coups. Ah. Et d'accord, dans le mécanisme, tu pensais que finalement c'était mérité. Ouais. Et je me suis dit juste, je dois faire autre chose. Et puis courir, wow, je le fais naturellement et en plus je gagne, c'est trop bien. Et puis du coup, j'ai bifurqué sur l'athlétisme. D'accord. Et là, j'ai gagné la course d'escalade à l'époque. J'ai fait des podiums aux championnats nationaux sur piste. Et puis après, j'ai rencontré un entraîneur qui faisait du triathlon. Et moi, c'était là où je devais passer en élite. Et le gap entre junior et élite, il est énorme. Et mon hyperactivité et mon manque de reconnaissance fait que j'étais un gamin très impatient. Et du coup... Mais persévérant aussi, j'imagine. Oui, alors déterminé, persévérant. Et puis surtout, en fait, tu vois, moi, le sport, c'est comme un peintre à qui tu dis, mais faut arrêter de peindre, faut vous reposer. Mais non, c'est pas possible, en fait, ça me nourrit. Pourquoi j'arrêterais ce qui me nourrit? Et du coup, je suis allé avec cet entraîneur découvrir un triathlon, il m'a invité et là, j'ai eu la révélation. Ah, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Et puis après, bah, je vais on va... Mais t'avais pas encore le vélo à l'époque? Non, mais justement, et cet entraîneur, il me dit, c'était un ancien cycliste professionnel. Et du coup, il me dit, ouais, si tu veux, je t'accompagne dans le vélo. Et puis, j'ai fait 2 ans de vélo chez les amateurs. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, maintenant, t'as les 3, vas-y. Et puis voilà, j'ai tout de suite eu de la facilité, des très bons résultats. Vu que j'avais pratiqué, j'étais un des premiers athlètes à avoir pratiqué les 3 disciplines de manière séparée. Et du coup, ils avaient tous un point faible, moi j'en avais pas. Et puis les résultats sont venus très vite. Oui, parce que tu fais le modeste, mais j'ai noté, membre donc de l'équipe suisse de triathlon, 3 titres de champion suisse, vice-champion d'Europe, médaillé de bronze au championnat du monde. C'est un sacré palmarès. C'est vrai, ouais. Et après, tu t'attaques à l'Ironman. Et après, je me dis, faut que j'essaye, finalement, je dois le faire. Et puis, c'est l'année où ils organisent une sélection, parce que pour l'Ironman, pour aller au championnat du monde à Hawaï, qui a une fois par année à Hawaï, tu dois te qualifier sur une autre sélection. Tu dois gagner des points. Tu dois gagner des points, tu dois faire un certain classement, et il y a des catégories. Je courais chez les professionnels, donc il y a très peu de place, donc c'est très sélectif, il y avait à peine 30 pros au départ, et on voit toujours cette grande course avec 1,5 millier de compétiteurs, mais c'est tout ce qu'ils appellent des age groups, c'est des catégories d'âge, des amateurs. Mais pour aller chez les pros, c'était très dur. Et à cette époque-là, j'ai été suivi par l'hôpital La Tour, qui est un centre suisse olympique maintenant, au niveau médical. Et j'avais pour ceux qui connaissent un petit peu la physiologie, j'avais une VO2 max, c'est ce qu'on appelle la cylindrée du moteur, un peu dans le jargon, de plus de 82. C'est possible. C'est énorme. Et moi, sur ma Garmin, j'ai une VO2 max qui est calculée. Bon, moi, si je suis un peu au-dessus des 50, 52, 53, c'est mon maximum, je suis déjà contente. Toi, t'étais carrément à 80. J'étais à plus de 80 et les médecins me disaient, mais Frossard, c'est pas normal en fait. Ton palmarès, il n'est pas à la hauteur de tes capacités. Et là, ce qui s'est passé, c'est que vous sous-entendez quoi? Que je suis cinglé, que c'est dans la tête. Et puis finalement, l'athlète que j'étais, déterminé, parce que j'avais de nombreux échecs, ou alors des résultats qui ne correspondaient pas à mes attentes. Et du coup, je me suis dit, je m'entraîne 2 fois plus. Tu vois. Et puis là, le corps, il suivait. Mais le corps, il suivait. Oui, bien sûr. Mais j'ai rien eu de grave parce que je savais toujours compenser, écouter mon corps. Déjà là, j'étais très à l'écoute. Et en fait, au bout de quelques années, je me suis dit, ok, je vais essayer de trouver quelque chose pour m'aider au niveau mental. Et à l'époque, on parlait... Ça se faisait pas trop, on parlait pas trop du mental à l'époque. Non, dans les années fin 95, comme ça, il y avait quelque chose dont on parlait, c'était la sophrologie, le docteur Abressol, qui était vraiment une référence dans le domaine. Du coup, j'ai
j'ai fait de la sophrologie. Et c'était encore pire, et c'est ce que j'explique, on y reviendra plus tard, mais aux personnes que j'accompagne. Je vais peut-être me mettre à dos des gens, mais c'est comme ça. C'est ma vérité, vous n'êtes pas obligé de le croire. Et la sophrologie m'a beaucoup aidé dans le sens que ça me calmait, je visualisais ma course, je me voyais gagner, je ressentais les odeurs, j'entendais les bruits et tout. Tu conditionnais. Je me conditionnais une vraie visualisation, et qui est très puissante, la visualisation, c'est clair. La sophrologie, c'était un peu comme si je mettais un pansement là, sur ma main, et puis que ça me faisait du bien, je me voyais gagner, je ressentais tout, je voyais tout, c'était super. Puis 2 semaines après, c'était à nouveau l'échec. En fait, je dis que c'est comme un pansement parce que la première épreuve du triathlon, c'est la natation. Du coup, tu plonges dans l'eau, le sparadrap il s'enlève et les blessures, elles sont toujours là. D'accord. Et du coup, dès qu'on arrivait dans des moments difficiles où le subconscient prenait le dessus, et ben moi je partais dans mes travers. D'accord. Peur de gagner, peur de perdre, peur du jugement, toujours des choses inconscientes qui me... Et ça te freinait? Ça me freinait inconsciemment. Tu sais, avec le subconscient, on crée notre vie. Hein. Quand on parle de mental, c'est pas forcément... Moi, je dis que les gens qui travaillent avec moi, que j'accompagne, et ce que j'ai fait, je travaille encore aujourd'hui de lâcher mon mental, en fait. Ne plus utiliser le mental, mais... Réussir à déconnecter. Ouais. Okay. Est-ce que tu as une anecdote pendant cette course qui t'a marqué? Oui, j'étais vraiment à nouveau dans les favoris. Et on part, je nage, tout va bien, je sors environ de la 10-15e place. Je n'étais pas le super nageur du team, mais c'était OK. Je savais que j'allais revenir après. Vélo, tout se passe bien. C'est 3 tours de 60 kg. Le premier, tout se passe bien. Un tour et demi, nickel. Et la fin du deuxième, je fais une hypoglycémie. Donc j'ai plus de stock, je suis vidé, en pleine montée, je décide de mettre pied à terre et je pose mon vélo et je m'asseye à un ravitaillement. Des barres? Oui, j'avais, mais ou... Oui, j'avais tout ça. Malgré cela? Ouais. Ok. Et je m'asseye. Et je suis comme ça à nouveau. Puis c'est de nouveau cuit, quoi. Tu passes à nouveau à côté. J'étais vraiment. Puis je m'arrête bien un quart d'heure. Puis je mange, je bois, je mange, je bois. Puis je remonte sur mon vélo, puis je me dis, bon, de toute façon, tu dois bien retourner au parc de transition. Okay. Et puis, tout d'un coup, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc en moi, puis je remonte beaucoup de concurrents. Et j'arrive à la fin du vélo, j'arrive environ en 10e place. Puis je me dis, ouais, mais bon, j'y vais, je cours, on verra bien. De toute façon, je suis là. Ah bah oui. Voilà, j'y vais et puis on verra bien. Et là, mais Agnès, dès que j'ai commencé à courir, je sais pas, j'avais les semelles en feu et je me disais mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'en ai encore les frissons quoi, parce que je regardais ma montre, j'étais à un rythme de 3 minutes 40 au kill, 2,40 au marathon. Je me disais c'est pas, enfin c'est, je sais pas. Puis je voyais je rattrapais tout le monde et puis à 2 kills d'arrivée, je vois le premier, je le dépasse et là je me dis putain c'est incroyable, je l'ai fait. C'était mais du coup fou quoi. Le corps a eu un déclic. C'est le mental qui s'impose. En fait, j'utilise cette course parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment une magnifique image comme quand j'accompagne les gens, tu vois, je leur dis. Quand ils ont un problème, ils viennent vers moi et ils me disent j'ai une problématique, j'arrive pas à la résoudre, j'ai un challenge, etc. Et chez la plupart des psys, ils vont raconter les histoires, on va parler, on va chercher d'où ça vient et tout. Et moi, grâce à cette course notamment et les formations que j'ai fait après, j'ai réalisé qu'en fait, quand on est challengé, quand on a des problèmes qui paraissent insurmontables, reconnectez-vous à ce que vous avez fait pour lequel vous êtes le plus fier. De quoi êtes-vous le plus fier? Et moi, j'avais fait cet exercice, je me suis reconnecté à cette course. Et à l'époque, mon coach, je travaillais avec lui en lui disant,
C'est l'enfer, je manque de patience, c'est terrible. Toute ma vie, j'ai manqué d'impatience. Et en fait, on s'est replongé dans cet événement et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai eu de la patience, j'ai lâché prise et je me suis plus mis de pression et tout a roulé. Et vraiment, j'utilise cette course comme une anecdote parce que ça a été le déclic pour moi. Je me suis dit, waouh, t'as vu quand t'es patient et en plus tu peux être patient. Mais c'est non, parce que quelque part, tu l'as fait aussi de manière instinctive, Ouais. sans Ouais. y avoir particulièrement réfléchi. C'est justement pour ça que ça marchait, parce que c'était pas du tout mental. Je me suis pas dit, Pierre-Alain, sois patient, ça va. Non, rien. Je l'ai fait de manière intuitive, instinctive. J'étais là, j'étais dans la course, j'avais juste une petite voix qui me disait, mais profite maintenant de l'instant présent, tu verras bien ce qui se passe. Avant de passer à ton activité de coach, il y a une étape de vie dans laquelle on s'est rencontrés, donc dans une banque privée de la place. Ensemble, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Et tu y as passé 14 ans. 14. Et oui, 14 ans. Ouais. Et j'aimerais que tu nous racontes un peu cette étape de vie. Ouais. On s'est croisés. Oui. D'ailleurs, pour moi, tu es l'une des 2 personnes qui m'a aidé et mis le pied à l'étrier pour la course à pied. C'est vrai. Parce qu'à l'époque, donc on faisait la course de l'escalade chaque Ouais. fin d'année, on pouvait s'inscrire Ouais. avec l'entreprise. Et toi et Fred Beto, à qui je fais un coucou, vous organisez ça pour qu'on puisse vous suivre. Je crois que c'était tous les jeudis où on partait courir ensemble. Et donc, grâce à vous, j'ai continué. Mais finalement, on s'est croisés sans trop discuter à l'époque, puisqu'on avait des métiers assez différents. Alors, raconte-nous cette période qui paraît pas forcément cohérente avec ton point de départ et ton point d'aujourd'hui. Complètement. Donc à la fin de ma carrière sportive, déjà il faut savoir que j'ai bénéficié du plus gros contrat ASICS international en Suisse, et à l'époque c'était vraiment beaucoup, et beaucoup d'argent, beaucoup d'avantages, et j'avais un contrat de 5 ans, et après 3 ans j'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnaient pas chez moi, et j'ai juste dit dans ma tête, c'était pas clair, et je partais à l'entraînement, j'arrivais plus à m'entraîner. Et j'ai dit à celui qui m'avait amené dans le représentant là, il dit mais je dois arrêter. Il me dit mais va pas arrêter. Je veux dire, tu peux avoir 6 mois de down, mais tu montes les couleurs, Mais ça consistait en quoi en fait d'être représentant? C'est-à-dire que je devais porter les couleurs, m'inscrire aux courses, participer aux courses, et puis si tu as moins de résultats, tu as moins de primes, mais tu as ton salaire qui tombe. Donc tu étais payé pour aller courir et faire ta passion. Et donc lui, il me dit, mais on n'a jamais vu ça, il faut que tu continues. Je dis, non, mais je peux pas me regarder dans le miroir si je fais ça. Ok. Et j'ai arrêté. Mais comme ça, ça t'a pris impulsion. Ouais. Ok. Et tout ça, j'ai compris d'où ça venait après, en faisant un énorme travail. Donc tu as lâché, et tu leur as dit j'arrête. J'arrête, et puis je me suis dit, mes parents m'avaient dit, Pierre-Alain, tu feras du sport quand tu auras une matu ou un diplôme, un CFC, ce que tu veux, mais et voilà. Puis dans une banque, en Suisse, c'est bien parce que tu vas bien gagner ta vie, c'est la sécurité. Et du coup, j'avais ce papier, puis je me suis dit, je connais 2-3 personnes dans les banques, je suis allé dans la banque. J'ai arrêté tout le sport pendant 2 ans. Okay. Et puis, je me suis lancé dans ce challenge. Alors, j'ai commencé au back-office, et puis après, j'ai rejoint les fonds de placement. Et puis, en fait, j'étais pas vraiment à ma place. Et il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre ce que je devais faire. Beaucoup de réflexion. Parce qu'en fait, si tu veux, je voulais sortir d'un mode, et je me suis dit, toute l'énergie que j'ai mise dans ce domaine, je vais la mettre dans la banque. Puis je vais monter, puis je vais faire ma place. Puis en fait, à un moment donné, notre ancien chef, quand j'ai demandé une promotion, il m'a dit non. Et pas une promotion, des formations complémentaires, une évolution, voilà. Et il m'a dit non. Et là, ça a été le coup d'assomme, mais en fait, il m'a rendu service. Parce que je me suis posé, je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes vraiment faire dans ta vie? C'est quoi que tu fais facilement, sans effort, etc.
Et puis j'ai continué une période à la banque et à temps partiel, j'ai créé ma première entreprise, mon premier studio de coaching où j'accompagnais tous les gens qui étaient notamment dans la finance, parce que j'avais un pied dans les banques et je faisais des présentations dans diverses banques et je leur proposais un suivi pour préparer la course escalade, un marathon, un triathlon, un Ironman. Et du coup, ça c'était une passerelle et je suis resté comme ça quelques années. Et après quelques années, je devais partir à fond dans ce projet de coaching. Et il y a quelque chose avant la fin de ça, qui m'a vraiment rappelé, c'est moi je testais les gens au niveau physiologique sur un tapis roulant avec le masque, l'ergospiromètre, pour évaluer leur niveau physiologique. Et sur 10 personnes, donc je le faisais pendant 3, 6 mois, 1 an, et je voyais leur évolution physiologique. D'accord. Donc moi je savais pertinemment quelle performance ils étaient capables de faire. Sauf que 7 sur 10 échouaient. Mais non. Et ça me renvoyait de nouveau à l'aspect mental. 80% de la réussite, elle est psychologique. Et le 20%, c'est le programme d'entraînement. D'accord, donc ils étaient équipés par les outils, tu connaissais les entraînements. Donc physiquement, ils devaient réussir quelque part. Sur le papier, c'était écrit. Mais finalement, ils échouaient dans leurs courses ou dans leurs différents objectifs. C'était... j'ai été malade le jour de la course, j'ai pas digéré, j'ai eu des cloques, je me suis blessé une semaine avant. Tout ce qui fait que psychologiquement, on s'auto-sabote sans le savoir. À ce moment-là, je me suis dit, j'avais fait des études, je savais pas ce que je voulais faire encore, toujours pas. J'avais fait un CAS en management du sport, j'ai fait un brevet fédéral d'entraîneur à la performance suisse olympique. J'ai fait toutes ces formations, j'ai travaillé dans le sport de la gouvernance au niveau cantonal, communal, fédéral. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Et tout d'un coup, il y a une place qui s'est ouverte à la ville de Nyon comme responsable des sports. Et je me suis dit, tiens, c'est un challenge qui me plairait. Et là, j'ai fermé le cabinet. Arrêté avec la banque. Voilà, j'ai arrêté avec la banque, j'ai arrêté avec le cabinet alors que celui qui m'avait donné la possibilité de développer ça chez lui il me disait depuis 2 ans, délègue, ta valeur ajoutée, elle n'est pas là. Et moi, je voulais absolument tout faire. Au moment où je devais grandir, j'ai encore arrêté. Deuxième fois. Après le contrat à Six, ça c'était la deuxième fois. D'accord. Et donc tu intègres la ville de Nyon. Donc j'intègre la ville de Nyon. Et là, je me dis, wow, trop bien. Je travaille dans le sport, j'habite dans la région, je travaille pour la cohésion sociale. C'est tout ce que j'aime. Tout est aligné. Enfin, j'ai ma place. Mais c'est que j'ai été harcelé, quoi. Je recevais des emails avec 24 heures pour rendre des travaux, mais ahurissants, même la nuit et tout, mais j'ai tenu. Et on était 3 et on a 2 autres personnes, 2 autres responsables de service qui ont fini en dépression dans une clinique à la Métairie. Waouh, carrément. Et là, moi j'ai tenu parce que t'as le mental. J'ai le mental et j'avais plus de 60 personnes sous ma responsabilité. Ils n'ont jamais rien vu, sauf qu'il y en a quand même qui m'ont dit « Ça va, monsieur Frossard, on sait que c'est pas facile pour vous en ce moment. » Et j'ai tenu, puis jusqu'au jour où cette personne, ils ont demandé un assessment, un audit, et puis il s'est fait remercier en 3 semaines. Et là... il y a une justice, il y a une justice, sauf que moi j'étais en épuisement, vraiment bel épuisement. Et le DRH de l'époque me dit « Écoutez, monsieur Frossard, on vous remercie. Les installations ont bien fonctionné, vous n'avez pas manqué un jour, c'était franchement parfait, mais là vous devez vous occuper de vous. » Et j'avais trop d'heures supplémentaires, des jours de vacances, et puis je suis parti 4 semaines. J'ai un mot qui est arrivé dans ma tête comme ça, Bali, 4 lettres, Bali. Et je suis parti, voilà. Et je vais te partager quelque chose, Agnès, qui a été ça a été incroyable pour moi. J'arrive de nuit là-bas, donc j'avais juste réservé la première nuit d'hôtel. Le taxi me pose dans un truc et tout. Je me réveille le matin, je vais au bord de l'océan Indien. Et là, j'ai mon sac à dos, je vais boire un café, comme un mug comme ça là.
Et j'ouvre mon sac à dos, puis il y avait un paquet de biscuits, et là j'ai l'image qui a changé ma vie à tout jamais. Je vois ce paquet de biscuits, bien suisse, et il restait qu'un tiers. Et je me dis, waouh, j'ai eu un flash, une vision. Si ce paquet de biscuits représente ta vie, et que l'espérance de vie est d'environ 80 ans, il te reste plus que ça de biscuits. J'avais 48 ans, 50 à 80. Et puis là, mais ce premier jour a changé ma vie en fait. J'ai pris 3 engagements envers moi-même. Le premier, c'est de tout faire pour apprécier chacun des biscuits qui resteraient. Le deuxième, c'est de parce que j'avais vécu, au niveau professionnel, au niveau personnel, privé, entoure-toi uniquement de personnes qui ont la même énergie que toi. Et troisième chose, je vais tout faire pour qu'à la veille du grand départ, je n'ai absolument rien à regretter. Et puis, bon, le reste des 4 semaines, j'ai fait des choses que j'avais jamais fait. Je mangeais quand j'avais faim, je dormais quand j'avais sommeil. Il m'arrivait de me poser dans des temples et de rien faire. Moi, l'hyperactif. Oui, j'allais dire. J'étais là. Waouh, non mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et ouais, il y a plein de choses qui se sont passées, mais ce paquet de biscuits, il a changé ma vie en fait. Je suis rentré. J'adore cette image du paquet de biscuits. Ouais. Ok. Non mais je l'ai toujours en tête, hein, c'est incroyable. Et je te jure, ça a changé ma vie. Il y a eu un avant, un après quoi. Je suis rentré, je reprends mon poste, et là je vais je me souviens plus dans quel contexte c'est. J'étais responsable des équipes piscine. Et j'ai un collègue qui me dit, mais monsieur Frossard, on a une séance là, vous venez? Je dis, mais comment vous avez une séance? J'ai rien organisé. Mais en fait, la supérieure qu'ils avaient engagée, la chef de service qu'ils avaient engagée pendant mon absence, avait convoqué tout le monde et j'étais pas présent, j'avais rien. Donc j'ai été à la séance, bien sûr, la tête était, qu'est-ce qu'il fout là? Et puis à la fin de la séance, j'ai été vers elle et je dis, bon, je crois qu'on doit avoir une discussion. Bien sûr. Et puis le lendemain, j'étais convoqué aux ressources humaines. Et là, je les voyais tremblotants comme ça. Le DRH qui était vraiment une magnifique personne, c'est quelqu'un, une magnifique personne avec qui je m'entends toujours très bien. Et la nouvelle qui était là avec ses papiers qui tremblotaient, je dis bon, ok, dites-moi ce que vous avez à me dire quoi. Et là, on a décidé de construire une nouvelle stratégie. On vous propose ce poste là-bas en bas. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de bureau, il n'existe pas. Et puis du coup, moi j'étais tsunami quoi. Bah oui, parce que tu venais de 4 semaines de break, finalement d'entente avec la hiérarchie, de prendre ce break et ce temps pour toi, et tu reviens et les choses ont changé. Okay. Voilà. Mais donc du coup, nouveau départ, et là... Du coup, ce qui se passe, c'est que j'étais sur le cul et j'ai tellement donné que j'ai pris ça vraiment pour une injustice. Okay. Il m'a fallu un bon mois et demi, 2 mois, où j'étais à l'arrêt et j'ai appuyé, j'ai de nouveau sonné sur la porte du psy, qui m'a aidé à me remettre rapidement, et c'est très vite, hein. J'ai très vite pris ma décision de dire ok, je retourne là-bas, je négocie un départ. Et c'est là que je me suis dit ok Pierre-Alain, tu as 2 façons de voir les choses. Soit oui, c'est une pure injustice avec tout ce que tu as donné, et tu restes dans ce mode et ton énergie, ton émotion, c'est injuste. Soit tu profites de cette opportunité pour te dire waouh, et si c'était le moment pour faire vraiment ce que tu aimes dans la vie. Okay. Et là, ça a été j'ai pu suivre les engagements que j'ai pris avec moi-même à Bali. Et là, j'ai tous les matins 5 heures debout et j'ai travaillé sur moi, travaillé. J'ai lu tous les livres qui sont là. J'ai lu. Ouais, ils sont chouettes, hein. Ils sont chouettes. Pour ceux qui ne voient pas, donc c'est un visuel derrière qui permet d'habiller les salles de réunion. Et donc il y a effectivement une liste de livres qui sont des vrais livres que j'ai lus et qui m'ont inspiré. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur moi et de me dire, je savais, comme l'Ironman.
Moi, il y a quelqu'un qui m'a toujours inspiré. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai commencé à gagner des courses. Je suis tombé sur un livre. C'était son premier livre, je crois, de Tony Robbins. C'était Lettre à mon ami. Je l'ai encore. Il a au moins 30 ans, ce livre. Il a les pages toutes jaunies. Et ça m'avait beaucoup aidé. Et j'ai été à plusieurs de ses séminaires. Et franchement, ça m'a toujours inspiré. Alors, on peut l'aimer ou on l'aime pas. Enfin, voilà. Ouais, j'ai regardé. C'est très personnel, Ok. mais moi, il m'a toujours inspiré et j'ai participé à plusieurs de ces séminaires pendant le Covid, des fois, pendant la nuit entière, et je bossais le lendemain. Je m'étais inscrit à un séminaire qui s'appelle Date with Destiny, ça dure 6 jours, et j'avais pas calculé que c'était en Floride. Ah, donc décalage horaire. Donc, je commençais à 4 heures l'après-midi jusqu'à 4 heures du matin parce que c'était 12 heures, et après, j'allais bosser. C'était la folie, mais bon, voilà des gens qui m'ont inspiré. Ok. Et je savais que j'allais faire quelque chose. Parce que quand j'avais fait un assessment pour avoir le poste à Lyon, la personne qui a fait cet assessment m'a dit ce qui ressort de ces résultats, c'est que vous avez la capacité à impacter les gens, à influencer les gens. Et donc, tu as décidé de créer ta boîte. j'ai commencé à accompagner des gens, des dirigeants d'entreprise, mais sans le vouloir, qui eux recherchaient l'équilibre physique. C'est des gens qui ont travaillé tellement dans leur vie qu'ils ont oublié parfois leur santé. Okay. Et du coup, maux de dos, prise de poids, etc. Et du coup, je les attirais plutôt pour le côté sportif de Pierre-Alain, ce que je représentais dans le sport. Et du coup, je réalisais bien qu'ils repartaient avec plus, quoi. Parce que des discussions qu'on avait, c'est ce qui faisait la richesse finalement de la séance. Moi, je dis toujours, parce qu'aujourd'hui, j'accompagne aussi des coachs à développer leur business, je leur dis chaque fois, votre objectif pendant une séance, c'est que la personne, elle vienne pour ce qui lui semble utile et qu'elle reparte avec ce qu'elle a besoin. Donc, il vient pour faire des abdos, mais il va certainement me partager des choses qui le préoccupent. Et mon job, c'est de faire qu'il reparte avec quelque chose, une solution pour ces choses qui le préoccupent. Très intéressant, ok. D'où l'approche à la fois sportive et mentale, voilà. Et un accompagnement plus holistique. Voilà. D'hyperpénisme. Oui, alors je suis pas ce type de coach et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je prends du recul, j'ai attiré au début les gens pour le physique, ensuite le mental, parce que se lever à 5 heures du matin et faire tous les sacrifices qu'il faut pour gagner une course pendant 14 ans alors que tout le monde te dit que tu n'y arriveras jamais, je l'avais ce mental. La détermination, c'est quelque chose que j'ai. Moi, j'ai toujours dû me battre pour m'en sortir. Et tu vois, quand je te parlais de père qui n'était pas mon père, finalement, ça, c'est le côté fort qui en est ressorti. C'est cette détermination. Et je me suis dit, waouh, règle les problèmes de développement personnel, tu auras les côtés forts que tu as eus et tu vas, waouh. Donc, je travaille sur le côté physique, la dimension mentale. Et après, j'ai dû travailler énormément sur moi, sur la dimension émotionnelle. Parce que tout ça, les biais cognitifs, mais je ne comprenais pas pourquoi au début. L'histoire d'arrêter mon contrat chez ASICS, l'histoire d'arrêter ma première entreprise, c'était juste lié à des croyances que j'avais, avec lesquelles j'ai grandi, liées à l'argent. Comme j'ai grandi dans un milieu, mes parents avaient un restaurant, et qu'ils travaillaient dur, quand ils me demandaient ce que je voulais faire, je leur dis, mais moi je veux faire du sport. Bon, c'était pas un métier à l'époque, ça c'est clair. Et la deuxième chose, c'est que le modèle avec lequel j'ai grandi lié à l'argent, c'est pour gagner ta vie, tu dois travailler dur. Donc là, finalement, ça tombait du ciel parce que tu avais gagné ces courses, mais finalement, une fois que c'était mis en place, tu avais le sentiment de voler presque un peu cet argent. C'est exactement ça. Donc je m'auto-sabotais. Pierre-Alain, c'est pas normal, tu dois arrêter. Quand j'ai créé ma première entreprise aussi, et la deuxième aussi. Ça te tenait presque trop bien, trop facilement. Oui, parce que dans mon subconscient, la croyance liée à l'argent, c'est faut travailler dur et il faut souffrir pour avoir de l'argent. Et en fait, notre cerveau, il fonctionne comme ça, il me protège. Si tu fais quelque chose qui ne correspond pas à mes croyances, je ne vais pas réussir à gagner d'argent.
ou c'est du vol, ou tu vois. Donc inconsciemment, c'est grâce à l'aide d'un coach que j'ai compris ça. J'avais de nombreuses croyances limitantes liées à l'argent. Et à aujourd'hui, est-ce que tu as une histoire que tu as envie de nous partager d'un des coachings et d'une des clés d'apprentissage que tu as pu apporter à une personne que tu as coachée? J'ai beaucoup de gens qui sont fortunés, qui ont tout et qui n'ont pas d'énergie. D'accord. Parce qu'ils manquent de sens. Parce qu'il n'y a plus rien qui les fait lever le matin. Et c'est ce que je dis souvent, que les gens qui ont les moyens, qui ont vraiment de la facilité financière, etc., ils ont de l'avance sur nous. Pas toujours, mais ils ont de l'avance sur ceux qui n'ont pas d'argent. Parce que ceux qui n'ont pas d'argent, ils pensent que quand ils auront de l'argent, quand ils auront 1 million, quand ils auront, ils seront heureux. Mais ça ne change rien du tout. En fait, c'est une histoire de sens. On est responsable, pour moi, de trouver ce qui nous nourrit. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir les gens avec qui je travaille. Ça me rapporte de l'énergie, en fait. Ça me nourrit, en fait. Ça nourrit ma quête de sens. Et c'est pour ça que je veux grandir encore plus, parce que je veux contribuer encore plus. Je te propose qu'on attaque donc les moments signatures du podcast. Ouais. Et le premier, je te donne une baguette magique, Okay. une belle baguette magique qui appartenait à ma fille, que j'ai ressorti des cartons. Et tout simplement, tu as le pouvoir de faire ce que tu as envie. Tu auras envie de faire quoi? Ça peut être dans le passé, changer quelque chose. Ça peut être pour quelqu'un, ça peut être dans l'avenir. Tu en fais ce que tu veux et tu ferais quoi? Oh là là, quelle question, tu me challenges là. Le passé, non, je changerai rien. Je changerai rien parce que, en fait, tout ce que j'ai vécu, ça m'a construit. Mon vœu, ça serait que les gens prennent plus conscience que la vie est un cadeau et que ça passe très très vite et qu'ils prennent tous conscience. Enfin, je sais que c'est une dualité, on a besoin des deux pour fonctionner. Mais qu'ils éveillent leur conscience et qu'ils se disent tous qu'ils sont faits pour quelque chose véritablement au fond d'eux. Et ce petit rêve, ces petites pensées qui disent des fois « j'aurais aimé faire ça », mais qui ne lâchent pas, parce que c'est ce pourquoi ils sont faits. Et c'est comme ça, c'est par ce moyen qu'ils contribueront le mieux possible à notre monde. Très bien, très bien. Ouais. Écoute, je te remercie. Et je te propose qu'on attaque le deuxième instant signature. Et donc, ce sont des jeux de questions-réponses, le tac au tac. Donc, il y a une dizaine de questions. J'ai un buzzer pour passer d'une question à l'autre. Et donc, ça appelle à des réponses rapides. Ok. J'attaque par la première. Plutôt tofu, poulet, bœuf ou œuf? Œuf. Très bien. Est-ce que tu as un rituel quotidien voilà, quand tu démarres une journée, tu démarres par Quand je démarre une journée, je me lève, je me dis « Waouh, encore un jour magnifique qui m'est offert, merci » et j'écris dans mon journal avec beaucoup de reconnaissance. Quel est ton plus gros regret? Je n'ai pas. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne à l'âge de 20 ans? Alors, tu sais, je me suis posé souvent la question en me disant si tu pouvais parler à toi, à ton toi de 15 ans, là, tu lui dirais quoi? Je lui dirais de croire réellement en ce qu'il a au fond de lui et ses aspirations et juste faire confiance en la vie avec patience et constance et faire confiance au processus parce que tout arrive. Et maintenant, quel est le conseil le plus absurde qu'on ait pu te donner? Que ce soit au niveau sportif ou sur la vie? Le conseil le plus absurde. Et tu t'es dit non mais c'est pas possible. Ouais. Je sais pas, je me suis senti toujours différent et il y a eu tellement de trucs absurdes que j'ai entendus qui ne résonnaient pas chez moi, mais qu'à l'époque je savais pas. Mais du style, ouais, je sais pas, va travailler dans une banque, tu auras de l'argent, la sécurité, tu seras heureux. Ouais, c'est... Ah, pas mal, je la garde. Ok.
Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie? La plus folle, ça rejoint un peu, j'étais gamin, je voulais gagner un Ironman. Pendant toute la moitié du parcours, on m'a dit t'es cinglé, on n'a fait que de me critiquer. Puis une fois que tu gagnes, les mêmes te critiquent toujours. Et tu essayes de courir après un truc qui plaise aux autres. Et puis finalement, tu te rends compte que tu plairas jamais aux autres. Et du coup, c'était essayer de... C'était quoi ta question? Quel était le truc le plus fou que tu as fait dans ta vie? Ouais, mais le plus fou dans le sens, ça n'a pas de sens d'essayer de satisfaire les autres avant soi. Très bien. Tu te vois où dans 10 ans? Bonne question. Parce que dans 10 ans, Arrête. J'ai déjà 58 ans. Bah oui, déjà tu les fais pas du tout. Ouais, merci. Et 2, il te reste encore une grosse partie. Merci. Dans 10 ans, je me vois où? Dans 10 ans, c'est une bonne question. Je me vois où? Je me vois en train de voyager, puis d'explorer le monde et de contribuer, puis d'apporter vraiment de l'aide sous une autre forme, mais toujours là-dedans. Ok, très bien. Quel est ton prochain défi? Est-ce que tu as un défi sportif? Non. Alors aujourd'hui, tu vois, j'ai plus de défi sportif parce que je suis plus dans la performance. Okay. Il y a quelques années en arrière, je me suis retrouvé quand j'ai commencé à ralentir. À la place de courir, marcher. Okay. Tu vois, j'ai dû ralentir. C'était... Tu sais, Ralph Waldo Emerson a écrit un jour « La vraie maturité de l'homme, c'est lorsqu'il accepte de perdre la fougue et l'énergie de la jeunesse et accueillir la sagesse. » Je pense que je suis là-dedans. Est-ce que tu as un mantra, une phrase un peu feel good, que tu te répètes régulièrement? Ouais, mon mantra, c'est « Tu es bien plus que tu ne sembles être ». Le pouvoir de l'univers et le monde conspirent pour ton bien. Parce que j'ai oublié de te dire, mais mon père s'est senti trahi, et s'est senti trahi aussi par la religion. Parce que ma mère a rencontré, dans une retraite qu'elle a fait à Lourdes, qu'elle a rencontré un pasteur, et je suis le fruit de cette union. Waouh. Et du coup, fallait pas en parler. Tu l'as appris à quel âge? Je l'ai appris il n'y a pas si longtemps parce que ma maman est décédée en 2016, mon père en 2012. Et quand mon père était dans ses derniers jours, ma maman allait rentrer à l'hôpital en EMS. Elle commençait à avoir Parkinson et Alzheimer. Et là, je me suis posé dans sa chambre, je savais qu'il fallait que je lui demande. Je lui ai dit, j'ai un truc à te demander. Puis elle me dit, je sais exactement ce que tu veux demander. Wow. Et puis elle m'a raconté. Et voilà. Okay. Donc j'ai lu un truc l'autre jour qui était très intéressant. C'est qu'il y a une bonne partie des gens qui sont le fruit de l'adultère et qui emmènent ça toute leur vie avec une honte. Et il y a une autre partie des gens qui prennent conscience de ça comme le fruit, ils sont le fruit de l'amour, de l'audace et de la liberté. Et je préfère ça. Très joli mot, merci. Écoute, on va clore ce quiz de questions par la dernière question qui est donc qui tu aimerais... Attends, faisons le buzz. Qui tu aimerais voir interviewer dans ce podcast? Alors j'ai un client qui est quelqu'un que j'ai accompagné pendant 2 ans, qui est absolument incroyable. Son histoire de vie est incroyable et j'aimerais bien que tu l'interviewes. Très bien. Parce que c'est une leçon de vie extraordinaire. Ok, et bien gardons secret ce nom pour le moment et effectivement on va échanger après avec grand plaisir. On arrive à la fin du podcast. Il reste une dernière étape, c'est la minute inspirante. Et donc en fait, tu vas avoir 1 minute, donc je vais lancer un chronomètre. Et je vais te montrer, comme ça tu vas voir un petit peu défiler, mais ça te donne toute une idée. Tu dis ce que tu as envie de dire, voilà. Tu as 1 minute. Je dis ce que j'ai envie de dire. Ce que tu veux. Tu as 1 minute pour clore ce podcast. Ok. Et elle démarre maintenant. D'abord, j'aimerais te remercier. Parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a une bonne dizaine d'années et on n'a pas eu le temps de trop se côtoyer. Et j'ai tout de suite répondu présent quand tu as émis l'idée de faire ça. Et surtout, je t'ai flatté et honoré que ça puisse intéresser des gens. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment,
Évitons de chercher le bonheur dans le matériel ou dans une tierce personne, parce que ça remplacera jamais le bonheur qu'on a au fond de nous. Et comment on l'obtient, ce bonheur? C'est vraiment en étant aligné à ses valeurs, en faisant des actions alignées à nos valeurs, qui vont en direction de notre mission de vie. Chacun a une mission de vie, chacun doit trouver cette vision et la nourrir tous les jours. Et ils passeront plus jamais un moment de solitude ou des difficultés, on en a tous, mais elles sont là pour nous faire grandir en direction de cette vision. Merci Pierre-Alain, c'était très émouvant, très agréable, et merci pour ce partage. Si vous êtes encore avec moi, c'est que cet épisode vous a touché, inspiré ou même fait sourire, et franchement, ça me fait chaud au cœur. Alors avant qu'on se quitte, j'ai 2 petits services à vous demander. 1. Abonnez-vous. Et si vous aimez écouter des histoires inspirantes, cliquez sur s'abonner sur votre plateforme audio ou sur YouTube. Ça m'aide énormément à pouvoir continuer cette aventure. Et 2. Partagez cet épisode. Parlez-en autour de vous, à un ami, à un proche ou même sur vos réseaux. Une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Alors, merci beaucoup pour votre soutien et surtout, restez curieux, car chaque parcours a une leçon à offrir. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration.